Le 30 mars 1981, le président Reagan sort de son hôtel quand un coup de feu retentit. Cette affaire a un lien direct avec l'actrice principale du Silence des agneaux et Panic Room, une comédienne mondialement connue du nom de Jodie Foster. Son premier grand rôle, c'est celui d'une prostituée, âgée d'à peine 12 ans. Quand la mère de Jodie Foster reçoit le scénario pour la première fois, elle refuse de laisser sa jeune fille jouer un tel personnage. Mais le réalisateur de Taxi Driver, Martin Scorsese, la convainc en lui disant que Jodie est parfaite pour ce rôle et propose que sa sœur Connie tourne les scènes dénudées à la place de Jodie. Il faut dire que Jodie n'a pas vraiment le choix. Elle sait mieux que quiconque que si elle ne gagne pas d'argent, sa famille aura faim. Jodie est pourtant née dans une famille aisée. Son père est un homme d'affaires prospère. Mais après le divorce de ses parents, la famille sombre dans la pauvreté. Au départ, il est convenu que la mère élève les enfants et que le père verse une pension alimentaire. Mais une fois le divorce prononcé, le père de Jodie envoie le bon montant les premiers mois avant de réduire peu à peu la pension. D'abord 90% du montant prévu, puis de moins en moins, avant de finir par ne plus rien envoyer du tout. Et ce n'est pas parce que les affaires vont mal. Il préfère simplement garder l'argent pour lui, plutôt que de le donner à une femme dont il a divorcé. Pour récupérer ne serait-ce qu'une partie de la somme, la mère de Jodie doit se rendre au bureau de son ex-mari et le supplier de lui verser un peu d'argent. Chaque fois qu'elle va le voir, elle a l'impression de mendier. Mais elle dit n'avoir pas eu le choix pour le bien de ses enfants. Le frère de Jodie débute comme enfant acteur et commence à gagner de l'argent. Et c'est ainsi que la mère décide de faire aussi jouer Jodie pour subvenir aux besoins de la famille. Consciente de leur situation précaire, Jodie ne peut pas refuser le rôle. À 12 ans, garçon manqué dans l'âme, elle ne saisit pas vraiment l'aspect sexuel de son personnage. Une chose est sûre, elle déteste avoir à porter un mini-short et un t-shirt décolleté. Alors qu'elle se demande comment jouer ces scènes, un homme débarque soudain dans sa chambre. C'est son partenaire de jeu, Robert De Niro. He would pick me up and he would take me to various delis. He would order black coffee for himself, looking very uncomfortable indeed. Très introverti, il emmène Jodie au restaurant et se contente de boire son café en silence. Ce n'est qu'après l'avoir fini sans un mot qu'il répète le texte avec Jodie. Au début, la petite fille trouve cette routine vraiment ennuyeuse. Elle a commencé à jouer la comédie à l'âge de 3 ans. Et à 12 ans, forte de 9 ans de carrière déjà, elle se croit maîtresse de son art, et comme elle connaît son texte par cœur, elle pense ne plus avoir besoin de répéter. À l'époque, elle se dit qu'il suffit de réciter un texte appris par cœur, qu'il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce métier. Elle n'accorde donc pas de grande valeur au métier d'actrice. Puis un jour, Robert De Niro tente une improvisation en prononçant une réplique qui ne figure pas dans le scénario. C'est à ce moment-là que Jodie découvre pour la première fois la beauté du jeu d'acteur. Elle comprend qu'un acteur ne se contente pas de réciter un texte, mais qu'il crée un nouveau personnage à partir du scénario et se plonge dans le rôle. Une leçon qu'elle apprend pour la première fois grâce à Robert De Niro. Jusque-là, réalisateur et partenaire de jeu, la méprisait à cause de son jeune âge et se contentait de lui dire d'apprendre son texte, sans jamais vraiment lui enseigner l'art du jeu. Mais Robert De Niro croit en son potentiel et prend le temps de répéter sérieusement avec la jeune Jodie Foster. Ils tournent ainsi plusieurs scènes cultes ensemble dans Taxi Driver. Are you a narc? Do I look like a narc? Yeah. I am a narc. Grâce à ce film, Jodie Foster est nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Malheureusement pour Jodie, Taxi Driver ne restera pas qu'un bon souvenir. Il est aussi la raison pour laquelle Jodie va se retrouver mêlée à une tentative d'assassinat présidentiel. John Hinckley, étudiant dans une université du Texas, se met à développer une obsession après avoir vu le film Taxi Driver. Il s'identifie à Travis, le personnage joué par Robert De Niro dans le film, et tombe amoureux de la jeune fille de 12 ans, Jodie Foster, qui apparaît dans le film. Le temps passe, Jodie entre à l'université Yale, et c'est à partir de là que John commence vraiment à la suivre partout. Il quitte son université et déménage dans le Connecticut, là où se trouve l'université Yale. Il fait croire à ses parents qu'il va y suivre un cours d'écriture créative, mais en réalité, l'université ne propose aucun cours de ce type. John passe ses journées à suivre et traquer les moindres faits et gestes de Jodie. Il découvre son adresse et lui envoie des lettres. Il obtient aussi son numéro de téléphone et lui parle au téléphone à 2 reprises. Il la croise même plusieurs fois dans la rue. Mais beaucoup trop introverti, il n'arrive jamais à lui adresser la parole. Voici la lettre qu'il lui a envoyée. « Je t'aime 6000 milliards de fois. Tu ne m'aimes pas un tout petit peu ?» On devine que John n'est pas un simple fan, mais un homme qui exige d'une femme qu'elle ressente la même chose que lui. Jodie se contente d'ignorer les lettres de John. Il en conclut qu'il ne pourra jamais obtenir l'attention de Jodie de cette façon, et pour attirer son regard, il se met à nourrir une idée extrêmement dangereuse. Il se dit que s'il tue une personnalité célèbre, il fera la une des journaux, et que Jodie Foster posera enfin les yeux sur lui. Le délire de John s'aggrave de jour en jour. John a d'abord l'intention de tuer le président Carter, et suit sa campagne électorale partout. Mais tuer un président n'est pas si simple, et entre-temps, le président Carter termine son mandat.
Ronald Reagan lui succède. Personne ne le sait encore, mais Carter doit la vie sauve au fait d'avoir quitté la présidence. John a déjà utilisé les 3600 $ que ses parents lui ont donnés pour payer ses cours d'écriture créative. Il retourne dans sa ville natale pour obtenir plus d'argent. Ses parents, d'abord furieux contre lui disent qu'il est temps de devenir indépendant. Mais devant l'insistance de leur fils, ils finissent par lui donner 200 $ de plus. Quand sa mère l'emmène à l'aéroport, en descendant de la voiture, John lui adresse des mots glaçants. « Maman, je voulais vraiment te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'ici. » Face à ces mots étranges de son fils, sa mère dit avoir tremblé de tout son corps. Elle hésite à lui demander si quelque chose ne va pas, mais elle ne le fait pas. Ce sera leur dernière conversation avant l'incident. Peu après, Hinckley rédige la dernière lettre qu'il compte envoyer à Jody. « Jody, j'abandonnerais sur le champ l'idée de tuer Reagan si je pouvais gagner ton cœur et passer le reste de ma vie avec toi, que ce soit dans l'anonymat le plus total ou peu importe. » C'est presque une lettre de menace. Si Jody ne lui donne pas une chance, il tuera le président. Jody ignore bien sûr cette lettre et John part aussitôt tirer sur le président. Toutes les balles le manquent, mais l'une d'elles ricoche sur la portière de la voiture et se loge sous l'aisselle gauche du président Reagan. Elle frôle une côte et perfore son poumon. Le chaos est tel que le président Reagan ne se rend même pas compte qu'il vient d'être touché par balle. Il pense simplement s'être cassé une côte en se précipitant dans la voiture pour s'échapper. Il est transporté à l'hôpital de l'université George Washington. Ne souhaitant pas inquiéter les gens qui l'ont vu être transporté à l'hôpital, il insiste pour descendre de voiture et marcher jusqu'à l'entrée. Mais dès qu'il franchit la porte, il s'effondre et se plaint de difficultés à respirer. Il est immédiatement transféré aux urgences. Même dans ce moment critique, il plaisante pour rassurer son épouse. « J'ai oublié de me baisser » et lance aussi une blague à l'équipe médicale. « J'espère que vous êtes tous républicains. » Le docteur Giordano, chargé de l'opération, soutient pourtant le Parti démocrate. Mais il répond « Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes tous républicains. » Le président, alors septuagénaire, survit après une longue opération. De son côté, John est arrêté par les agents et emprisonné juste après avoir tiré sur le président. Mais même après cela, John ne reprend pas ses esprits. Et affirmant vouloir revoir Jodie Foster une dernière fois, il menace presque son avocat de refuser toute défense si elle ne témoigne pas en personne au tribunal. Jodie choisit de se présenter au tribunal. John la regarde, nourrissant l'espoir insensé qu'un amour puisse enfin naître entre eux. Il se dit que, devenu assez célèbre pour faire la une de tous les journaux, Jodie va forcément s'intéresser à lui maintenant. Mais elle ne lui adresse pas un seul mot et ne le regarde même pas pendant tout son témoignage. Déçu, John lance alors un stylo en direction de Jodie dans la salle d'audience. John, atteint de troubles mentaux, a bien commis ce crime, mais il est déclaré non coupable pour cause d'irresponsabilité pénale. Il est interné à l'hôpital Sainte-Élisabeth. Aujourd'hui, John Hinckley est sorti de l'hôpital et vit chez lui, où il fait de la musique sur YouTube. Empêtrée dans cette affaire de tentative d'assassinat, Jodie Foster choisit l'évitement pour apaiser son anxiété. Elle évite de mentionner l'incident et tente par tous les moyens de fuir la controverse. Quand un journaliste essaie d'aborder le sujet, il lui arrive même d'annuler l'interview. Elle craint que les gens ne se souviennent d'elle, non pas comme l'actrice Jodie Foster, mais comme une victime de harcèlement. Elle met sa carrière entre parenthèses pendant un temps, en partie par choix. Jodie Foster réapparaît sur le grand écran dans Les Accusés, avec un vrai rôle d'adulte. Sarah Tobias stopped for a drink at a bar called The Mill. Ce film s'inspire d'un fait divers terrifiant. Dans les années 80, Cheryl Araujo s'arrête dans un bar, où elle est violée en réunion par 6 hommes. Bien qu'elle soit la victime, on l'accuse d'avoir provoqué ces hommes. On prétend même qu'elle a délibérément séduit ses agresseurs, ruinant ainsi sa propre vie. Le film se termine sur la condamnation des hommes et l'héroïne qui quitte le tribunal la tête haute, mais la réalité est bien plus sombre. Sur les 6 agresseurs, seuls 4 sont condamnés, les 2 autres sont libérés, faute de preuves suffisantes. Et comme son identité se répand dans toute la ville, Cheryl fuit pour s'installer à Miami. Elle meurt 3 ans plus tard dans un tragique accident de voiture. Pour montrer sans détour cette agression terrifiante, le film inclut une scène de viol d'environ 3 minutes. La scène est si brutale que même les acteurs jouant les agresseurs en gardent un traumatisme. L'un des acteurs, Woody Brown, doit même quitter le plateau pour aller vomir. Pendant le tournage, par égard pour les autres acteurs, Jodie répète sans cesse que tout va bien. Mais une fois le tournage réellement lancé, elle dit avoir perdu conscience de la réalité. Quand elle entend le coupé du réalisateur et reprend ses esprits, le tournage est déjà terminé, et elle se retrouve allongée, nue, sur le sol. Malgré tous ses efforts, Jodie trouve son jeu catastrophique. Elle décide d'arrêter le métier d'actrice et commence à préparer un examen pour poursuivre ses études supérieures. Contre toute attente, The Accused vaut à Jodie Foster l'Oscar de la meilleure actrice. Thank you so much. 3 ans plus tard, elle incarne l'agent du FBI Clarice Starling dans Le Silence des agneaux. À l'origine, le réalisateur Jonathan Demme souhaite engager Michelle Pfeiffer. Mais Jodie, séduite par le scénario, se rend exprès au bureau du réalisateur
pour lui proposer de la prendre si jamais l'actrice qu'il veut refuse le rôle. Michelle Pfeiffer décline l'offre car elle trouve le scénario trop sombre. Le rôle de l'agent Starling revient donc à Jodie Foster. Son partenaire à l'écran est Anthony Hopkins. En voyant le titre du scénario, il croit d'abord qu'il s'agit d'un film pour enfants. Le réalisateur lui dit avoir adoré son jeu dans Elephant Man. Il veut qu'il joue de la même façon. Après avoir lu tout le scénario, Anthony appelle le réalisateur et lui demande comment il veut qu'il joue de la même manière, alors que son personnage dans Elephant Man est quelqu'un de bien. C'est un médecin bienveillant qui aide le héros, bien loin du psychopathe Hannibal du Silence des Agneaux. Le réalisateur lui répond alors qu'Hannibal Lecter est quelqu'un de bien lui aussi, un homme bon, enfermé dans un esprit fou. Séduit par cette réponse, Anthony Hopkins accepte volontiers le rôle, et le film reçoit un immense succès critique. Anthony Hopkins remporte l'Oscar du meilleur acteur, et Jodie Foster décroche à nouveau l'Oscar de la meilleure actrice. Reason that I'm here, Anthony Hopkins, quid pro quo doctor. Mais la diffusion d'un enregistrement compromettant mêle encore une fois Jodie Foster à une controverse. En 2002, Jodie Foster partage l'affiche avec Kristen Stewart dans le film Panic Room. C'est Nicole Kidman qui devait tenir ce rôle. Mais pendant la pré-production, elle s'est blessée au genou. Et en plein divorce, avec Tom Cruise, elle est très ébranlée psychologiquement et finit par quitter le projet. Ayant besoin d'une actrice en urgence, le réalisateur appelle Jodie, lui explique la situation et lui demande de reprendre le rôle. Admiratrice de longue date du réalisateur David Fincher, Jodie accepte avec plaisir. L'actrice principale ayant changé 4 jours avant le tournage, plusieurs problèmes surgissent. À l'entrée de la Panic Room se trouve un dispositif conçu pour émettre une lumière verte. Il est installé à la hauteur de Nicole Kidman, soit environ 1,80 m. Il se trouve donc pile à hauteur des yeux de Jodie Foster, ce qui lui fait mal aux yeux à chaque passage. Pour ce rôle, le réalisateur avait imaginé un jeu élégant et posé, comme celui de Nicole Kidman. Mais avec Jodie Foster, le personnage principal devient bien plus fort et déterminé. Jodie connaît ensuite un nouveau succès avec Flight Plan. Ce film a été pensé pour l'acteur Sean Penn. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le personnage principal se prénomme Kyle. Mais l'interprétation d'une femme forte par Jodie Foster permet au film de rencontrer un grand succès. Après avoir bâti sa carrière d'actrice, elle se lance aussi dans la réalisation. Mais pendant le tournage du film Le Complexe du Castor, qu'elle réalise, un enregistrement de la vie privée d'un de ses partenaires de jeu finit par fuiter. You look like a fucking bitch on heat, and if you get raped by a pack of n***s, it'll be your fault. All right? Il s'agit d'un enregistrement où Mel Gibson, alors en couple avec Oksana Grigorieva, s'emporte contre elle en lui reprochant de s'habiller de façon trop provocante. Dans l'enregistrement, il cherche à la contrôler de manière excessive et emploie des propos racistes, ce qui provoque un énorme scandale. Cette affaire vient s'ajouter à l'image déjà controversée de Mel Gibson, et un mouvement réclame carrément son bannissement d'Hollywood. Cet incident a un impact très négatif sur Le Complexe du Castor, le film réalisé par Jodie Foster. Pourtant, quand un intervieweur lui demande comment elle vit les difficultés de promotion du film à cause de la controverse autour de l'acteur principal, Jodie prend la défense de son amie. Elle dit qu'elle lui sera toujours reconnaissante pour sa prestation, ajoutant que le film n'était pas un film grand public de toute façon. En 2024, Jodie Foster tient des propos chocs en affirmant qu'elle n'aime pas travailler avec les jeunes d'aujourd'hui, la génération Z. Elle déclare que la génération Z est vraiment agaçante, surtout quand on les croise au travail. Les jours où ils n'ont pas envie de travailler, ils arrivent en retard sans se gêner, et quand elle leur signale une faute d'orthographe dans un scénario, ils lui répondent qu'il faut laisser place à la créativité et que les fautes d'orthographe ne sont pas importantes. Elle se plaint de cette génération qui remet toutes les normes en question. Jodie Foster a débuté très jeune, s'est fait mordre par un lion sur un tournage et a bâti sa réussite en enchaînant les rôles et en affrontant de nombreuses épreuves. Les propos de la génération Z ne peuvent sonner à ses oreilles que comme des excuses. Malgré ses critiques envers la nouvelle génération, Jodie Foster continue d'avancer. Et après plus de 50 ans de carrière, elle reste aujourd'hui l'une des rares actrices à être passée du statut d'enfant star à celui de légende du cinéma. De la petite fille devant la caméra à la femme qui choisit désormais chaque rôle, son parcours résume à lui seul toute l'histoire d'Hollywood. Voilà le destin de Jodie Foster.